Ok, merci Antoine. Alors, juste le temps que je sélectionne mon écran, faut me dire si j'ai la bonne présentation. Enfin, si vous voyez la présentation, Antoine, tu me dis. Ouais, on voit le PowerPoint, ouais, et là, faut juste inverser. Ok, comme ça, c'est bon? Parfait. Ah, on est repassé sur... Parfait. Ok, bien. Attends, pardon, t'es en mode présentateur. Enfin, on voit l'image présentateur. Faut inverser les deux écrans. Je vais y arriver. Merveilleux. Ah, ok, parfait, merci. Bien, et ben bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette présentation. Donc, pour ma part, Julien Trouillet, je fais partie de la cellule produits et applications. Et là, cette session, je vais vous parler du logiciel, donc MCT31, qui est le logiciel utilisé pour nos simulations VLT et le traitement donc des harmoniques, voilà, pour être capable de simuler un réseau et puis de trouver les bonnes solutions. Alors, ma présentation, en fait, elle va être en deux parties. Il y a une première partie où je vais défiler un PowerPoint, voilà, pour se remettre un petit peu dans le contexte. Cette partie doit représenter, je sais pas, 5 ou 6 slides à tout casser. Et ensuite, je passerai sur une démonstration en direct du logiciel MCT31 et on partira sur deux scénarios, voilà, pour simuler des cas concrets. Et à la fin, je vous invite à me poser les questions, soit par écrit, soit par oral, enfin, comme vous avez l'habitude de faire sur ces types de webinars. Alors, pour commencer, pourquoi un logiciel de simulation harmonique? Donc, comme vous le savez, les variateurs de fréquence sur un réseau sont très pollueurs. Ils viennent polluer le réseau et donc le déformer. C'est ce qu'on appelle des harmoniques. En fait, ils sont générateurs d'harmoniques. Donc aujourd'hui, ça c'est essentiellement créé par ce qu'on appelle le pont redresseur, hein, le pont 6 pulses, qui vient justement déformer le réseau. Ici sur l'écran, vous pouvez voir un réseau parfait sinusoïdal. Je vais essayer de mettre plutôt le pointeur peut-être. Voilà, qui est en fait un réseau sans aucune charge non linéaire. Et à partir du moment où vous rajoutez des charges non linéaires, type convertisseur de fréquence, on vient ici déformer l'onde du réseau. C'est ça, pardon, qu'on vient appeler les harmoniques. Donc le but, c'est pas de détailler les harmoniques, le but c'est uniquement de parler du logiciel. Donc pourquoi parle-t-on d'un logiciel de simulation? Et dans une première partie, il faut être capable et en mesure de quantifier ces harmoniques. Voilà. Aujourd'hui, on sait que le variateur de fréquence génère des harmoniques. Il faut maintenant être capable de savoir les quantifier pour pouvoir après proposer une solution adéquate pour venir contrer ce phénomène. Donc à ce jour, il existe différentes méthodes pour mesurer et quantifier les harmoniques. Une première méthode, c'est ce qu'on appelle des simulations numériques complexes, donc qui sont faites grâce à des logiciels dont vous avez certainement déjà entendu parler, type MATLAB, Simulink, donc qui sont des logiciels très puissants, mais sur lesquels voilà, il faut avoir un nombre de données assez importantes pour renseigner et donc tout le réseau existant. Le paramétrage est assez complexe, il faut avoir une maîtrise du logiciel. Les temps de calcul sont également assez longs. Voilà, mais tout ça permet d'avoir une excellente précision quant aux résultats et à la simulation du réseau. Voilà, néanmoins, c'est des méthodes très peu usitées, en tout cas à notre niveau, et qui se limitent vraiment à des installations assez complexes. Une deuxième méthode existe, c'est la simulation simplifiée. Donc c'est là où on retrouve notre logiciel MCT31. Donc contrairement à la première méthode, on peut renseigner un nombre de données très faible. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'avec 4-5 données essentielles, on arrive à faire une simulation. Le paramétrage est rapide et assez facile, je vous le montrerai sur le logiciel. Et les temps de calcul sont assez courts. Voilà, on renseigne les éléments et à la fin, on a une moulinette qui nous sort un résultat assez rapidement. Donc la précision est moins bonne, donc on parle de précision moyenne, hein, sans pour autant être mauvaise, elle est juste moyenne, mais c'est une excellente méthode pour avoir une estimation. Ça reste un logiciel, d'accord, avec des calculs et une théorie et des algorithmes qui utilisent des calculs
déjà préétablie, donc ça reste une estimation, mais qui permet déjà d'entamer un dialogue client-fournisseur et qui permet surtout de donner une très bonne image de la réalité. Et puis la dernière méthode, voilà, qui est plutôt une simulation basique. Donc typiquement des tableurs type Excel, hein, vous pouvez renseigner les formules et puis se servir d'Excel. Tout le monde peut le faire, quasiment, sans difficulté aucune. Donc là, pareil, il y a très peu de données à renseigner. Le paramétrage est également très simple, les temps de calcul également rapides, mais par contre la précision est très très mauvaise. Donc ça, c'est une méthode qu'on ne recommande pas. Voilà, donc nous, la méthode ici qui nous intéresse, c'est la méthode MCT31. Donc, quand on s'attaque à ce genre à l'utilisation de ce logiciel, il y a quelques questions tout de même à se poser pour savoir les éléments à prendre en compte. Donc, la première question, c'est quels sont les objectifs qui me sont demandés? Est-ce qu'aujourd'hui, on me demande un objectif de THD, donc de taux d'harmonique, taux de distorsion harmonique en tension, donc THDV, oui ou non, ou en courant, THDI? Est-ce que j'ai des objectifs à atteindre? Y a-t-il certaines normes à respecter? Voilà. J'en parle pas ici dans cette présentation, mais les harmoniques sont soumis à différentes normes en termes de U, en termes de I, voilà. Donc, y a-t-il des normes à respecter, oui ou non, et si oui, lesquelles? Alors après, il suffit de connaître, enfin, il faut connaître l'installation. Pour avoir des calculs, il faut quand même connaître la puissance, ne serait-ce que la puissance du ou des transformateurs qui équipent le site, ou bien la puissance du groupe électrogène. Il faut également être capable d'avoir un bilan de puissance globale des charges sur variateur. Donc tout ce qui est demandé ici, ce sont des informations qui seront renseignées dans le logiciel. Donc ça, il faut être capable, voilà, d'avoir soit par un unifilaire, soit par un bilan de puissance qui peut être fait, de connaître toutes les charges qui sont sur variateur de fréquence. Également, les puissances globales des charges en direct. Donc quand on parle des charges en direct, c'est les moteurs démarrés en direct sur le réseau ou les moteurs démarrés via démarreur. C'est considéré comme des charges en direct. Chose importante et non négligeable, c'est le foisonnement de l'installation. Donc, par foisonnement, on entend tout ce qui est normal secours. Vous pouvez avoir un réseau équipé de 4 variateurs, chacun 250 kW. Et en fait, sur ces 4 variateurs, vous en avez 2 qui sont normaux, qui fonctionnent en permanence, et 2 en secours, pour assurer une continuité de service. Dans ce cas-là, il est bien important de connaître ce foisonnement, puisque dans la simulation harmonique, ne seront déclarés que les variateurs qui tournent. Donc à savoir, dans mon exemple, uniquement 2 variateurs, et non pas les 4 qui sont installés physiquement sur le réseau. Donc bien connaître ce foisonnement pour savoir les charges à déclarer ou non sur le réseau. Et puis, dernière information, c'est la présence ou non d'une batterie de condensateur. Voilà, très important à connaître, dans la mesure où la batterie de condensateur est très sensible à des réseaux perturbés, et si elles sont existantes et que le réseau est équipé de variateurs de fréquence, il faut que la batterie en soit équipée, équipée d'une self anti-harmonique pour être compatible avec les variateurs de fréquence. Donc tout ça sont des éléments que l'on doit connaître. Et puis si on parle un petit peu de normes, mais j'en parle juste ici dans ces 2 lignes, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a la norme qu'on appelle CEI 61000, qui est la norme qui permet de définir de définir les caractéristiques donc principales, enfin surtout les niveaux maximum des rangs harmoniques. Donc c'est régi par une norme qui est la CEI 61000, et qui plus est, cette norme se décline en plusieurs sous-normes, dont la CEI 61000-2-4, qui est principalement la norme à respecter pour les installations industrielles. Donc si on reste juste dans cette norme CEI 61000-2-4, elle se décompose à nouveau en 3 classes, cette norme, qui sont les classes ici rappelées dans le tableau. Donc ces classes, on appelle classe 1, classe 2 et classe 3, sont des niveaux de compatibilité de taux de distorsion harmonique, donc en tension, au secondaire du transformateur, donc au point principal de livraison. Donc en fait, voilà, les 3 correspondent à 3 seuils différents, donc 5, 8 et 10%. Donc en fait, si on regarde un petit peu en détail les seuils, là, la classe 1
qu'on appelle donc qui est un seuil réglé à 5%, ça s'applique plutôt à des réseaux protégés en fait, ou à des réseaux résidentiels qui nécessitent des taux très faibles, puisque bien souvent les équipements utilisés sur ces types de réseaux sont des éléments très sensibles. Ça peut être de l'instrumentation de laboratoire, ça peut être des ordinateurs, voilà, ça peut être des choses qui n'acceptent pas que le réseau ne soit pas presque parfait. Ensuite, il y a la classe 2, donc 8%, qui en fait correspond aussi à une norme qu'on appelle le N50-160 et qui répond plus au monde industriel. Donc c'est sur cette norme bien souvent que se basent tous les calculs qui sont faits et toutes les estimations. Donc généralement, quand on nous demande de trouver une solution antiharmonique, on s'arrange pour que le résultat puisse convenir et rentrer dans cette classe numéro 2. Donc 8% au secondaire du transformateur. Et puis la classe 3, donc c'est une classe qui ici est stipulée mais qu'on ne va pas s'en servir comme référence puisqu'en fait c'est considéré comme un réseau très pollué. Donc c'est généralement, on s'en sert si on est sur des réseaux où la majeure partie des charges sont uniquement des convertisseurs de fréquence, voilà, ou souvent sur des réseaux également où on peut retrouver des machines à souder, voilà, donc qui sont des énormes pollueurs. Donc dans ce cas-là, on peut venir répondre à cette classe 3. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sera de répondre dans la majeure partie des cas à la classe 2, sauf si encore une fois le client a une demande spécifique et une autre norme spécifique à respecter, auquel cas on viendra se baser sur la norme souhaitée. Mais la classe 2, ce sera la classe à retenir comme référence et c'est celle-ci qu'on souhaitera en permanence atteindre. Voilà, donc pour la présentation, maintenant je vais plutôt partir sur des exemples concrets. Je vais mettre MCT31 et j'ai deux exemples en fait. Donc le premier, ici, où je vais simuler un transformateur de 1000 kVA, un FC302 de 315 kW et des moteurs en direct de 200 kW. Donc pour ça, je vais passer sur le logiciel. Antoine, est-ce que le logiciel apparaît ou est-ce qu'il faut que je change Là, on est sur ton PowerPoint où il y a marqué exemple. D'accord, donc il faut que j'aille changer peut-être comme ça. Là, on le voit très bien. Ok, impeccable, merci. Ouais, je commence à comprendre comment ça marche. Donc MCT31. Donc voilà, c'est un logiciel. Je vous ai mis le lien à la fin de la présentation. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger. Hein. Le lien apparaîtra à la fin de la présentation. Donc pour vous le présenter rapidement, voilà comme il s'agence. Donc il y a une partie projet ici dans laquelle on vient insérer ces différents transformateurs si on a différents transfos à venir simuler. Moi dans mon cas j'en aurai qu'un, donc je reste sur le New Power Supply. Et en dessous vous avez toutes les différentes entrées, les inputs à renseigner pour le calcul. Donc vous pouvez voir sur les inputs que j'ai des parties rouges, 3 ici, et des parties bleues. Donc en fait, les parties rouges, ce sont les éléments essentiels et importants à renseigner. C'est ceux qui vont vraiment régir après le résultat plus tard. Et les parties bleues sont plutôt des informations complémentaires, supplémentaires, qui permettent l'affinage du résultat. Voilà, donc on retrouve ici de manière littérale, hein, les uns derrière les autres. Et sur la partie droite, on retrouve la même chose, mais de manière graphique, donc qui permettent de voir les éléments que l'on doit renseigner. Donc je veux tout simplement dérouler les infos, on va les renseigner, et puis on ira jusqu'au résultat à la fin. Donc je commence par la première information qui est les données du transformateur. Donc on voit ici que ma fenêtre change et qu'apparaissent les éléments propres au transformateur. Donc je retrouve ici possibilité de renseigner la puissance en kVA de mon transformateur, donc avec différents choix possibles. On peut aussi, s'il n'apparaît pas dans le choix, venir écrire à la main la valeur des kVA du transfo. L'impédance de court-circuit, qui par défaut est propre à la puissance kVA qui a été sélectionnée. Si maintenant vous avez la valeur exacte, il faut la renseigner. Plus on a d'éléments, plus on sera précis. Et ici, dans la seconde partie sur le bas, on retrouve la puissance du secondaire à renseigner. La tension, pardon, et la fréquence, donc 400 volts, 50 Hz. Si vous n'avez pas les données du transformateur, mais que vous avez les courants de court-circuit, il est aussi possible de renseigner uniquement le courant de court-circuit ici. Dans ce cas-là, tout ce qui est lié à aux éléments du transfo sont grisés et non accessibles. Voilà, et vous avez également possibilité de venir simuler, non plus en transfo, mais de venir simuler des infos d'un générateur. Voilà, première partie.
Donc je continue, je déroule. Deuxième partie, renseigner les convertisseurs de fréquence. Donc moi j'avais pris un exemple avec un FC 302 de 315 kW, donc j'ai ici différents boutons qui permettent d'ajouter ici un variateur. Donc il y a toute une base de données des variateurs VLT qui sont renseignés naturellement, donc on retrouve ici toutes les différentes gammes. Je reste sur mon 302. Possibilité de mettre du variateur standard 6 pulses ou du LHD ou du 12 pulses. Voilà, on peut déjà mettre des solutions anti-harmoniques, voilà, en fonction de la puissance et du type de variateur utilisé. Donc pour moi, je reste en standard. La puissance, donc à venir choisir soit parmi ici le menu déroulant, soit en bas, vous avez tous les variateurs qui sont également rappelés. Donc vous pouvez sélectionner directement le 315 kW en double-cliquant pour qu'il soit bien pris en compte. La charge du variateur, pardon, donc 100%, 80%, 50%. Si vous connaissez le taux de charge, c'est aussi intéressant de le renseigner. Ici, dans mon cas, je vais rester à 100%. Le nombre de variateurs. Et ici, possibilité, si vous avez également les infos supplémentaires, de renseigner l'impédance des câbles d'alimentation du variateur. Bon, moi ici, le but, c'est de faire une démonstration assez simple, avec connaissant peu d'éléments, donc je vais uniquement conserver la puissance et le taux de charge à 100%, je ne vais rien renseigner de plus. Je valide, mon variateur apparaît ici. Donc on voit à chaque fois, en cliquant sur les différents onglets ici, icônes, que viennent apparaître les champs que je renseigne en fait. Les autres sont plutôt grisés, celui-ci est noir apparent. Donc je continue. Donc là, dans False Active Filter, donc c'est là où on peut venir rajouter un filtre actif si besoin. Voilà. Bon, ici dans mon cas, je fais une première simulation sans filtre actif. Donc je renseigne rien. Ensuite, si je continue, possibilité d'avoir également la puissance de court-circuit au niveau du transformateur. Si on la connaît, on peut la renseigner. Encore une fois, ce n'est pas un élément essentiel, donc on peut ne rien mettre si on ne la connaît pas. Possibilité également de faire apparaître des variateurs de fréquence non d'Enphos. Voilà, donc dans un exemple plus loin, j'en fais apparaître, donc on renseignera des éléments. Mais ça permet voilà, de faire apparaître des variateurs qui n'ont pas de solution anti-harmonique intégrée ou au contraire qui ont déjà des solutions et donc de renseigner ces différents éléments pour le calcul. Donc ils apparaissent ici sur la partie graphique. Charge moteur. Donc quand on parle de charge moteur, c'est les moteurs en démarrage direct. Donc encore une fois, soit en direct réseau, soit via démarreur. On les renseigne dans les charges linéaires. Donc moi ici dans mon exemple, j'avais dit 200 kW de charge moteur. Donc que je renseigne ici avec un COS 808. C'est la valeur par défaut, elle me va très bien. Je continue. Batterie de condensateur. Si on a une, renseigner sa puissance en kVAR. Elle apparaît ici, dans le schéma. Et puis après, différents éléments. Voilà, donc là aussi, c'est de l'affinage. Mais si vous connaissez la longueur des câbles entre le transformateur et le TGBT et également la longueur des câbles ainsi que la section entre les TGBT et les différents variateurs de fréquence, vous pouvez toujours les renseigner. Ça vient encore une fois affiner le résultat. Moi, dans mon exemple là, je ne renseigne rien. Je pars vraiment sur uniquement quelques informations primordiales. Et ensuite, vous avez ici le résultat qui apparaît quand on clique sur la partie résultat. Donc le résultat, très rapidement, gros avantage, c'est qu'on a deux graphiques qui visuellement nous éclairent très vite sur le résultat et les taux d'harmonique. Donc ces deux graphiques-là, c'est le THDI courant et THDU en bleu, tension, au secondaire du transformateur. Donc c'est généralement ce qui nous intéresse, c'est là où on cherche à avoir des valeurs assez faibles, principalement en tension, d'accord? Puisque, pour vous rappeler, la classe 2 fait référence de 8% en tension au secondaire du transformateur. Donc dans ce cas-là, avec la simulation que j'ai faite, donc un transfo de 1000 kVA et un variateur de 315 et 200 kW de moteur en direct, j'obtiens un taux THDU de 5,1% au secondaire du transformateur. Donc le 5,1 répond à deux classes, qui sont ici les classes 3, puisqu'on est en dessous de 10, et les classes 2, puisqu'on est en dessous de 8. Donc dans cet exemple-là, encore une fois, rapidement, je ne veux pas détailler tous les éléments, mais rapidement, si on se base d'une manière logique sur ce fameux 8% qu'on considère comme référence, on est bon, et on n'a pas besoin de venir rajouter des solutions anti-harmoniques supplémentaires. D'accord ? Si toutefois certaines normes encore sont à respecter, type la norme qu'on appelle I3E 519,
qui est une norme qui demande d'imposer un taux inférieur à une certaine valeur en courant, on voit que dans ce cas-là, on ne passe pas. Donc il faudrait, dans ce cas-là, venir rajouter une solution anti-harmonique pour abaisser le taux de distorsion en courant au secondaire du transformateur. Mais c'est un cas spécifique et c'est si la norme est demandée. Si aucune norme n'est demandée, respecter les 8% suffit amplement en tension. Voilà, donc ça c'est le résultat rapide. Donc en un coup d'œil, on voit si on est bon ou pas. Et ensuite, il y a possibilité d'éditer un rapport pour faire un PDF, envoyer ça au client, avoir quelque chose, une mise en forme plus propre. Voilà, avec différents éléments que l'on souhaite faire apparaître ou pas, par des cases à cocher ou pas. Et donc, on peut avoir ici, si je clique sur Preview, on peut avoir une vue d'ensemble rapide de tous les éléments. Ah, je vois le partage d'écran est en pause. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Si. On le voit. Si tu peux faire descendre, faire défiler le rapport pour qu'on voit qui. Oui, pardon, mais c'est ça le rapport, vous le voyez bien. Donc voilà, le rapport ici, en fait, on retrouve toutes les informations qui ont été renseignées avec les différentes puissances des transformateurs, les différentes charges. C'est figé. Ah, c'est figé, ok. Donc, il faut que... Est-ce que là, c'est bon? Pardon, ok. Donc voilà, c'est ici le rapport qui permet de voir rapidement, encore une fois, les différents éléments qu'on vient de renseigner et puis les différents résultats qui apparaissent en dessous. Donc je le défile rapidement. Encore une fois, le but, c'est pas de tout vous montrer puisqu'il y a beaucoup d'informations. On a tous les taux harmoniques en courant et en tension qui sont ici montrés à différents points du réseau. Mais voilà, et donc ce rapport peut également être imprimé. Si je retourne dans ma partie résultats, pardon, rapport, excusez-moi, je peux l'imprimer en format PDF et donc envoyer ça comme rapport. Voilà pour le MCT31 et donc cette première simulation. Donc si juste je retourne sur mon écran, hop, la présentation qui est peut-être celle-ci. Je ne sais pas si vous revoyez ma présentation à nouveau. Oui. Voilà, donc là pour répondre à cette question, classe 2 respectée, oui, donc pas de solution anti-harmonique nécessaire. Je continue avec un deuxième exemple, où cette fois je prends un transfo un petit peu plus gros, 1600 kVA, un FC102 également un peu plus gros, 560 kW, et 4 variateurs non d'amphos de 160 kW chacun. Pardon, je retourne, ça va bien jongler, sur MCT31. Et donc je repars d'une feuille vierge, et je recommence. Donc, cette fois j'explique un petit peu moins, puisque je pense que le principe est compris. Donc 160 kVA, donc automatiquement il me met un 5.9 pour du standard. Mon variateur de fréquence, donc cette fois je rajoute un FC 102 de 560 kW. Hop, 560. J'en ai qu'un, toujours chargé à 100%. Très bien. Il apparaît ici. Filtre actif pour le moment, il n'y en a point. Ça, je n'ai pas l'information. Côté puissance de court-circuit du transformateur. Et par contre ici, voilà, sur mes nodes d'Enphos Frequency Converter Data, je vais rajouter ici 4 variateurs de 160 kW chacun. Donc la puissance, alors, puissance à l'arbre, bon, on considère que c'est la puissance du variateur, on va mettre 160 kW. Et après, je peux renseigner différents éléments sur les variateurs. Donc, est-ce que j'ai une inductance sur le bus DC? Oui, non. Si oui, quelle valeur? Est-ce que le variateur est équipé d'une solution self en amont ou est-ce un 18 ou un 12 pulses? Donc on retrouve un peu les mêmes informations. Les efficiences du variateur, efficience du moteur également piloté derrière, les quantités, la charge, et puis pareil l'impédance du câble d'alimentation si on la connaît. Donc moi, je vais tout laisser par défaut, je vais juste modifier la quantité et mettre 4 variateurs de 160 kW. Voilà, donc ils apparaissent ici. Pas de charge moteur dans ce cas-là. Hop, pardon, pas de charge moteur. Pas de batterie de condensateur également.
Et puis les autres éléments, je les laisse à 0. Comme pour l'exemple précédent. Et la partie résultat, voilà. Donc ici, j'ai généré mon résultat. Donc je me retrouve avec un taux, cette fois-ci, THDU de 8,6. Donc au-delà du 8%, donc de la classe 2. Et ici, je vois que j'ai le rappel ici, comme quoi je ne suis pas compliant avec la classe 2. Donc dans ce cas-là, je considère que mon taux harmonique est trop élevé, puisqu'en dessous de 10, entre 10 et 8, en fait, je suis sur des réseaux trop polluants. Donc là, on peut venir rajouter une solution anti-harmonique pour tenter de faire venir abaisser ce 8,6. Donc la solution première, il y en a plusieurs. Il y a possibilité de rajouter des filtres actifs, qui est une solution anti-harmonique. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est également, au lieu d'être sur un 560 kW 6 pulses standard, peut-être d'avoir un 560 kW en LHD. Ça peut aussi déjà être une solution suffisante. Voilà. C'est là où derrière, pour trouver la meilleure solution, il n'y a pas une seule réponse. Il faut faire différentes simulations avec différents scénarios. Ici, sur un variateur, il n'y a pas beaucoup de scénarios possibles, mais si vous avez toute une panoplie de différentes puissances, il serait possible de passer certains variateurs en LHD, ou sur d'autres, peut-être de mettre des filtres passifs. Voilà, il n'y a pas une solution unique encore à chaque fois. C'est toujours trouver le bon compromis de la solution technico-financière également. Donc là, dans mon exemple, je vais rester sur mon filtre actif et en rajouter un. Donc, dans la gamme VLT, on a 4 tailles de filtres actifs, 190, 250, 310 et 400 ampères. Donc moi, je vais prendre le plus petit, 190 ampères. Dans un premier temps, pour voir si ça suffit. Si ça ne suffit pas, je refais une simulation avec un plus gros, et ainsi de suite. Par tâtonnement, on arrive à trouver la solution qui correspond. Donc voilà, le filtre, donc je laisse tout par défaut, compensation harmonique, hop, très bien, je fais OK. Donc je vais ici rajouter mon filtre 190 ampères. Je retourne sur ma partie résultat, et automatiquement, mon filtre a été pris en compte, et je vois mon taux ici, qui s'est abaissé à 7,1%. Donc là, je réponds à la classe 2. Donc dans ce cas, je peux dire que ma solution anti-harmonique, le fait de rajouter un filtre actif 190 ampères suffit pour cette configuration. Hop, je reviens sur ma présentation. Si j'y arrive. Ah oui, d'ailleurs, ce qui est celle-ci. Voilà. Je pense que... Hop, voilà. Donc là... pardon, sans filtre actif, classe 2, solution anti-harmonique à prévoir. Et si je continue, je reprends mon même exemple avec un filtre AAF, Advanced Active Filter de 190 ampères. Cette fois, je peux répondre à ma fameuse classe 2, puisqu'on est en dessous des fameux 8%. Voilà, pour la présentation sous MCT31. Bon, encore une fois, le but, c'est de... Ici, j'ai pris 2 scénarios relativement simples, faciles, avec peu de charge. Le but, c'est juste de comprendre le fonctionnement du logiciel, qui est très très simple et très très aisé. Vous avez pu voir qu'avec 3 informations, on a pu avoir une estimation derrière et une tendance sur le type de solution à mettre en place. Ici, je vous fais apparaître le lien de téléchargement et vous sera communiqué par Antoine dans les supports qui vous fera suivre. Donc, il est totalement libre d'accès. Vous pouvez l'installer sans aucun souci et faire des simulations. Voilà, différents scénarios à envisager. Et puis surtout aussi vous dire que en plus du logiciel, il y a bien évidemment l'équipe d'Enphos derrière qui vient vous supporter si vous avez des projets avec des études à faire. On est là pour vous apporter le support à utiliser le logiciel, à vous faire des simulations. Voilà, ça fait aussi partie de nos tâches dans la cellule produit application, c'est de pouvoir vous conseiller et de nous apporter le support nécessaire. Voilà, donc ne pas hésiter, on est là pour ça. Donc voilà, écoutez, pour ma part, c'est terminé. Je vais redonner la main à Antoine et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, effectivement. N'hésitez pas, que ce soit à l'écrit ou à l'oral.
Alors, on a une question. À partir de quand doit-on faire ce calcul dès qu'on vend un variateur? Alors, dès qu'on voit un variateur, le type de simulation n'est pas forcément à faire. Tout dépend déjà de la taille du variateur que vous allez vendre. Si ça reste de la petite puissance, la question n'est pas forcément à se poser, sauf si vous en vendez en quantité. Voilà. La question se pose à partir du moment où, en effet, où on commence à avoir un certain nombre de variateurs de fréquence, et surtout savoir si on est sur un réseau existant ou pas, si on est sur un projet neuf. Donc voilà, mettre un variateur seul, la question se pose peut-être pas forcément. Encore une fois, tout dépend de la puissance. Mais voilà, faut toujours connaître le contexte, connaître l'historique de l'installation pour savoir si on est en mesure de venir polluer ou de faire tenir ou pas le transfo qui alimente déjà le site. Mais bon, il n'empêche qu'il faut quand même garder ça en coin de tête et de se dire que variateur égale harmonique et harmonique égale pollution. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Ah, réponse au-delà de 30% par rapport à la charge du transformateur, il va être intéressant de se poser la question. Réponse de Jérôme. D'autres questions? N'hésitez encore une fois, surtout pas. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Sur le logiciel, là, quand vous avez fait la présentation, quand on est dans le résultat, on voit apparaître les niveaux des normes. Moi, j'ai installé le logiciel, je l'ai fait en même temps que vous, et j'ai pas les normes. C'est en fait les normes, vous pouvez les faire apparaître dans les préférences en haut. En fait, il y a, bon, je vais pas tout détailler au niveau du logiciel, mais quand vous l'installez, vous avez en effet des préférences. Il y a un Oui. onglet préférences et là, vous choisissez en fait ce que vous souhaitez faire apparaître ou pas. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Très bien, merci. Une autre question, Voilà. on peut, Oui, bien sûr. quand les moteurs ils sont toujours là on a le plus besoin de filtres, est-ce que c'est toujours à charge à 100% ou est-ce qu'on est obligé de faire des simulations avec des charges partielles? Ça va. Alors, quand vous dites les moteurs sur variateur, les moteurs. Les variateurs qui sont sur, enfin les moteurs qui sont sur variateur. Imaginons, je sais pas, j'ai 10 variateurs, il y en a des 160, des 315, des 500 kilos. Est-ce qu'on est sûr, si on sélectionne 100% de charge, que c'est à ce moment-là qu'on a le plus de pollution? Ou est-ce qu'on peut être plus pollué quand on aura, je dirais une bêtise, 10 variateurs à 50%? Alors, si vous parlez en termes de pourcentage, en taux de distorsion, en pourcent, en fait, si vous descendez en charge, le pourcentage, lui, va pas beaucoup évoluer. Il va peut-être même s'empirer. Mais on parle de pourcentage. Par contre, si vous êtes à 50% de charge, vous consommez, si on est sur un couple constant, on va dire 2 fois moins de courant. Donc, on est sur un pourcentage d'une valeur absolue qui est 2 fois plus petite. Oui, mais Donc, le THDV, du coup, il va faire quoi, lui? alors lui, il va chuter. Pour le coup, si on parle, si vous chargez moins le D'accord. transformateur, si les variateurs sont moins chargés, D'accord. le HDV ira dans le bon sens. Il diminuera plus qu'il n'augmentera. Tout à fait. C'est le C'est pour ça que Jérôme Nuguet, il est recommandé de faire la simulation au cas le plus défavorable, c'est-à-dire que là où vous êtes le plus chargé. En fait, c'est là que le THDV sera le plus haut. D'accord. Parce qu'à mi-charge, comme disait Julien, si vous êtes à faible charge, vous allez voir les THDI des variateurs individuellement augmentés, parce qu'en fait, la valeur est optimale au nominal, mais comme disait Julien, si vous êtes à très faible charge, c'est des petites proportions. Puisqu'on reprend en fait le principe de la loi d'Ohm, hein, des petites proportions de pollution en courant, ou une somme de petites proportions en courant vont créer la déformation en tension, quoi. C'est la loi d'Ohm, hein, les branches s'ajoutent en courant et sont les mêmes en tension, quoi. C'est le même principe, quoi. D'accord.
Même si sur le transfo, on n'a que des variateurs. Oui, tout à fait. De la même manière que si vous êtes quand on est en amont des dossiers, c'est une petite précision qui est très très importante. Il ne faut pas simuler en fonction de la puissance installée, mais de la puissance absorbée dans un cas relativement réaliste et défavorable. Parce que si vous prenez de la puissance installée, voilà, s'il y a des secours, il faut surtout pas compter les secours, hein, parce qu'autrement, voilà, moi je veux bien vous vendre des filtres, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, mais l'intérêt c'est de ne pas surcompenser, quoi. C'est bien prendre un cas réaliste, quoi. Ça répond à vos questions? Oui, très bien. Par contre, oui, j'avais suivi la formation là, mardi sur les harmoniques et j'avais pas de micro, donc je vous ai pas posé la question. Et c'était vous, je reconnais votre voix. C'était la question, c'était quoi? C'était. J'ai mangé ma question. Prenez votre temps. Oui, si, vous disiez que de mettre un filtre, ça consommait plus. En termes de performance, on sera moins bon. Ah bah, un filtre actif de compensation, il aura sa propre dissipation, oui, tout à fait. Oui. Et d'un autre côté, les harmoniques, elles aussi, elles surconsomment. Oui, tout à fait. Quand on ne met pas de filtre, on a une surconsommation due aux harmoniques. Voilà, quand on n'a pas de filtre, on a une surconsommation due aux harmoniques, mais c'est pas ce que j'avais indiqué dans je vois la page dont vous me parlez. Si on a des systèmes très évolués, certes, on va être quasiment à 0 d'harmonique. Par contre, c'est en dissipation, donc c'est en chaleur dans la salle qu'on va consommer. Si vous avez beaucoup d'harmonique, c'est plus en amont, et notamment à l'heure actuelle, les fournisseurs d'énergie ne surfacturent pas les consos d'harmonique, mais peut-être qu'un jour, à force ils vont commencer à regarder de près. On sait, nous, par expérience, dans des grosses installations d'infrastructures neuves, le gestionnaire de fournisseurs d'énergie sur notre territoire, ERDF pour ne pas le citer, impose aux maîtrises d'œuvre des prédispositions avec des valeurs anticipées quelque part, qui sont plus draconiens que les classes du MC qu'on a décrit tout à l'heure avec Julien. D'accord. Mais si c'est sur de l'existant, sur de la modernisation, notamment en industrie, on se contente de la classe 2. Si c'est de l'existant en lieu un petit peu plus sensible, je pense à un hôpital, une station d'épuration, on va essayer d'aller sur de la classe 1. Par contre, si c'est du tout neuf, ERDF, pour donner l'autorisation du point de livraison, exige des calculs préliminaires au niveau de son point de livraison, et ceux-ci sont un petit peu plus drastiques que ça. C'est en courant et on les calcule, donc on se sert du résultat MCT31 sur le secondaire du transformateur, dans le rapport, on peut voir tous les courants harmoniques un par un au secondaire. On utilise le facteur multiplicatif au primaire et il y a des coefficients. C'est la loi, elle s'appelle arrêté de mars 2003. Le RDF fournit des coefficients en fonction de la puissance souscrite et ne vous autorise à 16 puissances souscrites que quand vous rendez les calculs. Est-ce qu'il fait pour du neuf très grande, une station d'épuration toute neuve, par exemple, vous êtes sûr qu'on y a le droit. La maîtrise d'œuvre va devoir répondre à tout ça. Est-ce qu'il correspond à un THDU de combien? C'est en I. Julien, est-ce que tu peux faire apparaître au niveau du rapport, s'il te plaît, les tableaux des courants en sortie de transformateur pour que je puisse illustrer ça. Ouais. Non, sur le rapport. Vas-y, ouais, fais-le. Attends, va sur le rapport, s'il te plaît. Ça, on peut ouvrir la discussion là-dessus. Hop, vas-y, descends. Résultat au transformateur, voilà, hop. Vous voyez qu'on a les valeurs de courant. Vous avez, par exemple, donc sur le fondamental 2026 ampères, sur l'harmonique 5 420, l'harmonique 7 130, etc. Donc en fait, il faut rapporter ça au primaire. Donc on multiplie par 400, on divise par 20 000, par exemple. Et puis il y a une formule dans l'arrêté de 2003 qui dépend de la puissance souscrite, non pas de la puissance consommée, et avec des coefficients rang par rang en fait.
D'accord. Et en général, c'est le 5 et le 7 qu'il faut surveiller par rapport à ça. C'est-à-dire que là, le résultat que vous propose Julien, donc on a mis un filtre anti-carbonique, on tombe à 7,1 en THD tension, donc on est bon pour la norme CEI. Par contre, je suis persuadé que si c'est du neuf et si ERDF demande des comptes au maître d'œuvre, ça passe pas. C'est-à-dire pour une modernisation sur de l'industrie, ça passe. Pour du neuf avec injonction de RDF, c'est pas suffisant. J'en suis à peu près sûr. Je fais pas le calcul, mais j'en suis à peu près sûr. D'accord. Voilà, donc ça dépend vraiment Julien disait des cahiers des charges, hein, clairement quoi. Et notamment pour ce qui est infrastructure, ils sont regardants. Pour la partie industrie, un petit peu moins, parce que surtout si c'est de la modernisation, parce qu'il y a des équipements transfo suffisamment lourds avec des grosses puissances de court-circuit. Mais sur de l'infrastructure, sachez, et neuf, en général, ils y regardent un petit peu de près. Ouais. Mais après, s'il y a des dossiers, vous nous en faites part, on prend le dossier en détail ensemble, hein, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Oui, il n'y a pas de problème. Et par contre, oui, si on a des variateurs et qu'on ne met pas de filtre, par rapport à une installation où on va filtrer, en aucun cas on augmente le rendement global. On fait que le détériorer en fait avec le filtre. Alors, vous allez augmenter sur la partie, on va dire, du variateur jusqu'au moteur, jusqu'à l'application. Par contre, vous avez le détérioré côté transformateur, parce que vous allez avoir des pertes côté transformateur. D'accord. Donc l'un dans l'autre, vous déplacez un petit peu, alors pas sur le même profil de dissipation, mais vous déplacez un petit peu le problème. Quoi. Donc globalement, si on met un filtre, du coup, on fait quoi? Du coup, si on prend, parce que bon, EDF, ils facturent au primaire du transfo. Oui. Donc du coup, il se passe quoi par rapport à la facture EDF si on filtre ou si on filtre pas? Ça, c'est pareil, ça augmente un petit peu. Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'écart. Aujourd'hui, il n'y a pas d'écart. Ouais. Par contre, ils peuvent, sur du neuf, pour vous autoriser à vous délivrer la puissance souscrite, ils peuvent imposer au maître d'œuvre des calculs. On le voit quasiment systématiquement sur les infrastructures, sur les grosses infrastructures, je dirais. Non, mais de toute façon, on a intérêt quand même de filtrer parce que ça nous amène de gros problèmes au niveau des cartes électroniques, notamment des alimentations. Les jeux de bar qui chauffent, etc. Clairement. Ouais. Bon, moi, j'ai déjà eu beaucoup de cas. J'ai eu déjà des gros cas de figure. Où... Vous travaillez plus en milieu industriel ou tertiaire vous? Oui, industriel. Industriel. Donc industriel, si c'est sur des usines existantes, clairement, la notion de la classe 2, elle va être suffisante. Non, mais par contre, c'est vrai que sur un site, j'avais été embêté. D'ailleurs, une question de Monsieur Pionneau qui demandait quels sont les problèmes liés aux harmoniques du coup sur les installations. Comme indiqué, effectivement, oui, ça va venir affecter certains composants électroniques et de la chauffe et de la chauffe sur les jeux de barre, des ronronnements de transfo, éventuellement des résonances. Si Julien parlait aussi des batteries de Kappa, les gens qui font de la modernisation, notamment c'est bien en réfrigération industrielle. Faites très très attention aux batteries de Kappa existantes. Déjà, le fait de mettre des variateurs, vous allez redresser naturellement. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de la même puissance des gradins. Et la deuxième chose, faites très attention que les batteries soient capables d'absorber les harmoniques dues au variateur. Donc, il faut vraiment prendre vous s'assurer qu'on ait des types SH ou rajouter la self dessus pour décaler en fait le point de résonance. Parce qu'on a vu des cas en modernisation. Quand on a de la chance, la batterie elle se met en sécurité. Quand on a moins de chance, c'est un début d'incendie. Ouais, j'ai eu déjà le cas de figure. Ouais. Ben voilà. Bon, on tombe d'accord, vous voyez. Non, mais ouais. Et puis aussi sur les alimentations, redresser des alimentations des automates en 24 volts. Tout ce qui est aliment à découpage, ça dégage. Tout ce qui est un redresseur, c'est sensible à ça. C'est les premiers indices qui font dire qu'on a des problèmes d'harmonique. Ouais, tout à fait. Et puis après, on met l'analyseur et on le voit assez vite, quoi. On a une question également. On ne prend pas en compte le THD de courant pour vérifier la classe. Donc, a priori, non, pas sur la 61000-2-4. Non. Voilà, on n'est que en tension. C'est donc une donnée système, en fait. Et est-ce que les 8% sont est-ce que si vous êtes en gros, est-ce que c'est 8% inclus ou on doit être en dessous?
Alors, c'est 8%, mais avec des tolérances rang par rang. Julien, si tu reviens sur le résultat, la fenêtre principale, la result. Julien, s'il te plaît. Vous voyez qu'en fait, vous avez la classe 2, c'est la violette. Vous avez non seulement les 8%, mais aussi des niveaux à respecter sur le 5, le 7, le 11, etc. Ah, jusqu'au 25. Pardon, 2 bonnes questions supplémentaires. Où est-ce qu'on renseigne les moteurs EC? Ah, elle est bien celle-là. Alors, les moteurs EC, si c'est des moteurs EC qui n'ont pas de correction d'harmonique, donc pas de PF dans leur langage, on les renseigne comme des variateurs autres, sans aucune compensation. Vas-y, Julien, voilà. Si tu fais add, on va dire qu'il y a 3 kW chacun. Là, tu sans self du tout, sans filtre additionnel, et puis on va en mettre une dizaine. Voilà, vous allez voir ce qu'ils font. Après, certains fabricants de moteurs EC ont des solutions PFC. Donc dans ce cas-là, on va les considérer comme des selfs en amont des variateurs. Vas-y, va sur résultat pour montrer la différence. Merci Julien. Hop, vous voyez tout de suite, on n'en a pas mis beaucoup, on a mis 30 kW. Hein. On a mis un condenseur de 10 moteurs de 3 kW chacun. Donc ça fait, ça a vite une incidence pour les gens qui font, je pense que la question vient de la réfrigération industrielle, sur les aérocondenseurs. Attention à ça parce que, ok, on a des gros variateurs sur les compresseurs à vis, je l'entends, il n'y a pas de souci. Les condenseurs, même s'ils sont 5 fois moins puissants, ils ont une certaine tendance à polluer pas mal là. Ça répond à la question? Oui. D'autres questions? D'autres choses, Julien? Tu as d'autres commentaires aussi, non? Non, pas de commentaire particulier. Si voilà, s'il y a des questions. Alors, il y a d'autres questions à l'écrit. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez des questions ou des thèmes particuliers, des cas concrets, encore une fois, on sera tout à fait ravis d'y répondre et de travailler avec vous sur les sujets. Écoutez, d'ici là, on va du coup clôturer cette dernière session de la semaine. Beaucoup d'entre vous ont participé à plusieurs sessions. On vous en remercie encore grandement. On a eu un peu l'impression de passer cette semaine enfermé avec vous. Ça a été un plaisir. Voilà. Du coup, on revient la semaine prochaine. J'ai un peu l'impression de faire une promotion de YouTubeuse beauté, mais bon, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines formations et c'est quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, on est à votre dispo. Passez tous et tous un bon week-end et prenez soin de vous. Merci à vous. Bon week-end. Bon week-end à tous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.